Merci. Merci Lucie. Donc, bienvenue, bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par la Maison associative de la santé. Peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas bien, c'est une fédération, une union d'associations de personnes malades en situation de handicap et des associations d'accompagnement. Donc, on est composé d'une soixantaine d'associations qui œuvrent donc autour du soutien aux associations, de la mise en place de projets de santé publique et aussi sur l'accompagnement des usagers pour une meilleure représentation dans le système de santé et donc aussi favoriser le partenariat entre les usagers et les professionnels. Et cette webconférence est un exemple de ces partenariats qui sont mis en place au fil des années avec des professionnels et des usagers d'associations. Donc, pour rappeler cette webconférence, pourquoi, comment la crise sanitaire de Covid-19 nous a bouleversés, nous bouleverse encore dans notre vie quotidienne, dans nos activités professionnelles, associatives, et donc nous a imposé évidemment des adaptations, des difficultés dans les liens les uns les autres, des aspects psychologiques, mais aussi on a entendu sur les aspects numériques, et puis et que tout ceci n'est pas minimisé puisque on le sait, si on écoute des médias, on nous parle de deuxième phase, de troisième phase d'épidémie. Alors, je pense qu'il faut, cette expérience doit aussi nous apporter pour l'avenir. Donc, cette conférence abordera 4 aspects, comme je vous ai dit, et sur le premier aspect, sur un retour d'expérience associative, et nous remercions très chaleureusement nos 2 représentants d'associations, Joël Hardy et Colette Parot, qui nous exposeront ce qui a réussi, ce qui a moins bien réussi, les difficultés qui ont pu être visibles, reconnues pendant cette période de confinement, les liens maintenus ou pas avec les adhérents. Donc, on suivra par les aspects psychologiques avec, et merci à Catherine Mercier, psychologue clinicienne, qui nous abordera du coup les impacts du confinement et du déconfinement et des changements aussi peut-être dans la relation d'écoute qu'on a dû mettre en place pour maintenir et redynamiser l'activité, la vie associative via le numérique. C'est merci à Raphaël Madi, coordinateur de l'association Bug, l'association qui promeut les usages des outils numériques. Et on abordera justement cette question de l'utilisation des outils numériques et comment ça a permis de maintenir le lien. Peut-être à l'inverse aussi, il y a eu des fractures numériques pour certains. Comment on essaye de dépasser ça et comment après des enseignements pour l'avenir. Et nous aborderons aussi la question importante de l'hygiène, des modes de transmission, comment on reprend une activité en respectant les distanciations physiques, comment les gestes barrières, comment au-delà de cet épisode du Covid, pour les autres épidémies, comment se préparer aussi à tout cela. Et donc, et avant de donner la parole à Monsieur Hardy sur une première expérience associative, Lucie vous a effectivement parlé de cette fenêtre de conversation et n'hésitez pas aussi à laisser vos coordonnées mail si vous souhaitez être contacté ou avoir des liens plus spécifiques avec les projets, les actions que mène la Maison associative de la santé. Donc, Monsieur Hardy, bienvenue et je vous laisse la parole pour nous exprimer comment vous avez vécu cette période de confinement, comment l'association a passé ce cap avec plus ou moins des difficultés. Voilà, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Voilà, on ne voit bien qu'avec le cœur.
on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est un petit peu notre formule à nous qui côtoyons les aveugles et les malvoyants. Parce que la cécité eh bien, ferme des barrières, ouvre des barrières, saute des barrières, empêche de franchir des barrières. Parce que dans un musée, par exemple, la première chose que l'on voit, c'est qu'on ne doit pas toucher. On doit toucher avec les yeux. Et c'était justement les gestes barrières, la distanciation sociale qui nous était imposée pendant ce confinement, qui nous mettait ces barrières, mais qui sont quotidiennes pour les aveugles. Je dois là, pour vous présenter mon propos qui ne doit pas excéder 5 minutes, et je serai précis, n'est-ce pas, la gestionnaire du temps, j'aborderai un contexte en 3 parties en fait, et puis ensuite je développerai un état d'esprit très court et je poserai un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre, qui était visible pour le coup et actuel, mais qui va durer un peu. Donc le contexte, je l'ai abordé tout à l'heure avec la cécité, les gestes barrières, la distanciation. Nous, on l'a vécu au niveau national avec des consignes données par notre siège parisien qui regroupe, puisque notre association regroupe 3800 bénévoles et 550 salariés. Nous avons 120 points de référence de l'AVH, Association Valentin Houy, en France, et 60 comités comme celui de Rennes qui se trouve 14 rue Baudrerie. Dans cette période complexe, nous avons eu donc des informations directes du siège qui s'adressaient prioritairement, bien sûr, aux salariés, mais que les bénévoles ne pouvaient pas ignorer. Et donc, ce contexte-là national était aussi largement inspiré des orientations faites par le gouvernement. On l'a décliné au niveau local dans notre comité. On l'a décliné auprès des bénévoles et des salariés, parce qu'à l'association Valentin Houy à Rennes, nous avons 2 salariés, une centaine de bénévoles et 1 millier d'abonnés. Nous avons, pour bien comprendre notre situation, notre environnement, nous avons des activités de formation, de proximité, on enseigne le braille, l'informatique, des conseils concernant l'utilisation des matériels, et nous avons donc là une obligation de proximité. Donc ces activités-là, on les a arrêtées et elles sont suspendues jusqu'au mois de septembre. Nous avons aussi des activités de production, telles que les donneurs de voix, on crée des livres audio. Et là, c'est plutôt une activité un peu individuelle, voire même très personnelle, puisque les donneurs de voix travaillent chez eux. Donc ça a été permanent. On a continué notre activité de production. Et nous avons une troisième catégorie d'activités que j'appellerais des activités de divertissement qui sont, et de loisirs, qui sont par exemple du yoga, de la sophrologie, des cours de cuisine, des randonnées. Et je m'arrêterai là, on en a une quinzaine. Ce sont des activités qui sont de groupe généralement et qui, pour le coup, sont suspendues là aussi jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, c'était dans ce contexte général, national et local, qui constituait vraiment une problématique pour nous. On a essayé de trouver une réponse à cette question, comment maintenir notre activité, et on s'est appuyé surtout sur un état d'esprit, l'état d'esprit. Un état d'esprit qui fait appel au bon sens, en fixant des priorités et des urgences. Je vais prendre un exemple qui est un peu en dehors de la déficience visuelle, qui est le secourisme.
Un secouriste, quand il intervient auprès d'un blessé, il ne doit pas bouger le blessé, il ne doit pas surenchérir la blessure du blessé. Mais si ce blessé est dans un véhicule qui brûle, eh bien là, il doit malgré tout déplacer le blessé, il doit le mettre à l'abri de ce véhicule qui brûle, le sortir de cette situation. Il y a donc là un appel au bon sens, un discernement, une forme d'intelligence de situation qui crée des priorités et des urgences et qui fait que les règles que l'on peut donner ne peuvent être accompagnées que par un état d'esprit, secourir la personne, la protéger. Et nous avions là un vrai problème, c'est-à-dire que on doit toucher les déficients visuels touchent, ils nous touchent le coude pour avancer. La distanciation est impossible pour les déficients visuels. Monsieur J'avais donc donné. Juste, c'est presque fini. C'est fini. Il reste 2 minutes, c'est ça? Allez-y, reste 1 minute à peine, ouais. 1 minute. Alors, je disais qu'il y avait donc ce problème de proximité. Moi, j'avais donné comme consigne, lorsqu'on était en dialogue, de ne pas s'adresser en face à face. Alors, bien sûr, on avait des masques, des visières, etc. Il reste un problème, et j'en termine là, il reste un problème majeur qu'on n'a pas su répondre, parce qu'on a gardé de contact avec des correspondances, des échanges de mails, en utilisant les outils de communication. Et il s'avère que les personnes qui ne sont pas dotées de smartphones ou de moyens Internet ne recevaient pas nos informations. Il y avait donc un paradoxe extraordinaire qu'on n'a pas su résoudre, que sont l'utilisation des outils d'information qui sont de notre quotidien, et on en a la preuve aujourd'hui par cette webconférence, et puis la rupture sociale des personnes qui ne sont pas dotées de ces matériels-là, ce qui reste pour nous une vraie question à résoudre. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai été un petit peu long. Merci beaucoup, Monsieur Hardy. Voilà, c'est très intéressant. On voit qu'il y a eu une rupture quand même d'activité essentielle aussi qui maintiennent le lien entre vous. Il y avait des activités individuelles qui se poursuivent, les activités collectives sont arrêtées, reprennent en septembre si tout va bien. Donc, merci de ce partage d'expérience. Je me retourne vers Colette Parot, donc présidente de l'association Zentonic, qui, voilà, je propose à Colette de partager aussi son expérience. Peut-être des innovations, peut-être des choses aussi. Zentonic étant une association d'activités de sportives adaptées, comment vous avez pu maintenir une activité sans faire de l'activité dehors en groupe. Merci Colette. Bonjour à tous. Eh bien, nous, notre rôle, on se l'est donné dès l'annonce du confinement, hein, puisque dès le lendemain, on avait une réunion de bureau, donc justement par Internet, avec nos intervenants. Donc, on a un animateur sportif et puis 2 sophrologues. Et on a voulu lutter contre 3 choses très précises: l'isolement, l'anxiété avec nos sophrologues et avec notre éducateur sportif contre la perte des acquis. Parce qu'on s'adresse en activité physique à des personnes éloignées des pratiques sportives, souvent par problématique de santé, elles manquent d'amplitude de mouvement, etc. Donc l'arrêt et le confinement pouvaient être quand même très perturbants pour elles. Donc, on s'est donné tous les moyens qu'on avait à disposition, on les a tous pris. C'est-à-dire que notre animateur a commencé à mettre des séances vidéo sur notre site en faisant preuve d'imagination, en faisant un montage avec des sentiers de montagne pour nos marcheurs nordiques, pour les faire faire des mouvements dans leur cuisine. C'était pas évident pour un marcheur. Ensuite, il a voulu tout de suite mettre en place des séances Zoom, comme on fait maintenant, une séance d'activité physique. C'est vrai que là, on avait tous un a priori, puisque chez nous, en Zentonic, on privilégie les petits groupes, le contact humain, et notre animateur avait peur que ça se dévoile négatif. En fait, ça a été tout l'inverse. Son témoignage nous l'a confirmé, puisqu'il y a même eu une complicité qui s'est faite. Parce que pour les participants aux activités gymniques par Zoom, eh ben de rentrer dans le salon de l'animateur, ça avait un petit côté complice qu'il a su développer. Et puis, il a tenu aussi à ce que ces séances visio aient un impact au niveau de la conservation des repères. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, il a gardé les mêmes jours
et les mêmes horaires que nos séances habituelles. Et ça, on a eu des retours très positifs et je pense même à une infirmière qui est une de nos adhérentes qui nous a dit au moment où les hélicoptères passaient partout dans le ciel à Rennes, là, elle nous a dit c'était vraiment un point d'ancrage, j'avais ma séance au même jour que d'habitude et avec les mêmes personnes. Alors, il y avait aussi évidemment des personnes qui, malgré le fait qu'elles avaient Internet, avaient déjà du mal à envoyer des mails parce qu'elles ne savaient pas l'utiliser, notamment chez nos seniors plus. Et là, on a fait une aide à l'installation en direct avec le téléphone, l'ordinateur, même l'animateur s'en est occupé aussi. Et on préparait avec les personnes eh bien, l'installation de Zoom qui semblait très problématique pour certaines. On a même eu des pleurs d'une personne qui n'y arrivait pas. On a bien sûr des personnes aussi qui n'avaient pas du tout d'installation informatique. Donc là, on a téléphoné plus. On a perdu du temps, là je vais dire, puisque notre premier appel, on l'a fait qu'au bout de 3 semaines. Et une personne nous a dit, ben voilà, ça fait du bien d'entendre ma voix, c'est la première fois que je reparle à quelqu'un depuis 3 semaines. Et là, on s'est dit qu'il fallait intensifier nos appels téléphoniques, les faire régulièrement, fréquents. Et merci à Cathy d'ailleurs qui nous a renvoyé le message puisque tu nous as stimulé aussi par ton appel que tu as fait à l'association. Alors, côté professionnel, eh bien, c'est vrai qu'on a dû avoir à faire face à toute une charge psychologique et émotionnelle importante parce que notre animateur, dans sa séance Zoom en activité physique, eh bien, il a eu affaire à une personne qui s'est mise à éclater en sanglots. Il a eu affaire à une personne qui, à l'introduction de l'activité physique dans le premier échange en Zoom, a parlé de son père qui était décédé, auquel elle aurait des difficultés à assister aux obsèques. Voilà, l'animateur s'est vraiment transformé en un accueil humain et chaleureux qu'il a d'ailleurs extrêmement bien su faire, mais il a tenu à s'appuyer sur une chaîne d'aide professionnelle avec justement nos sophrologues. Et quand il avait un cas comme ça, ils échangeaient en groupe, l'activité physique devenait aussi un lieu d'échange humain, mais il appelait le sophrologue de façon à ce que le sophrologue rentre en contact avec la personne. Donc, on a constaté que l'adaptation à un contexte difficile, ça passait obligatoirement, je vais dire, pour nos structures associatives, par l'adaptation à la situation individuelle de chacun. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas un mince travail, ça nous a pris tout notre temps de confinement, mais du temps, on en avait. Alors, au niveau de l'approche du déconfinement, eh bien, on a eu aussi, alors là, on a contacté par téléphone absolument tout le monde, même ceux qui avaient un mail, pour savoir eh bien quand est-ce qu'ils voulaient revenir. Et on a pris le temps d'échanger, d'écouter, de rassurer aussi, d'expliquer les mesures que l'on prenait, parce que oui, on peut reprendre une activité physique actuellement en toute sécurité. Et on a fait un calendrier individuel de reprise, c'est-à-dire que chaque personne bien nous dit, même encore à l'heure actuelle, ben tiens, je vous avais dit que je ne voulais pas reprendre, mais finalement ça va mieux, je reviens. Et nous, on s'adapte complètement à ça en mini-groupe, ce qui est aussi une lourde affaire à gérer pour l'animateur. Si je dois faire un bilan de tout ça, eh bien, on l'a fait d'ailleurs ensemble avec l'animateur et les intervenants sophrologues, et on a constaté que on avait accordé énormément de temps, c'est sûr, donné du temps de nous-mêmes aux adhérents, mais que pour nous, on s'en était donné aucun. Et ça, je tiens à l'exprimer parce que je crois que oui, on peut parler de réussite à ce que l'on a fait de l'adaptation. La preuve, nos adhérents sont en train de faire un petit book comme ça de remerciements à l'animateur. Eh bien, on n'a pas voulu se donner le temps à nous-mêmes en tant qu'équipe. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu anticiper. Avant qu'on ait le droit de ressortir en extérieur, on s'est dit comment on va pouvoir le faire avec nos marcheurs nordiques en toute sécurité quand il va y avoir un jogger qui va arriver en face en courant avec une projection d'air devant lui. Et donc, pendant le confinement, eh bien, on a fait 150 visières qu'on a données à nos personnes marcheurs nordiques pour qu'elles sortent en sécurité dès qu'elles en avaient la possibilité. Avant qu'on ait le droit de refaire des séances de gym en salle, on savait qu'on allait par logique, déduction logique, qu'on pouvait en refaire en extérieur avant. Et donc, on a réquisitionné des parasols un peu partout. On a fait préparer de la gym sous parasol et tout était prêt dès qu'on en a eu l'autorisation au niveau du gouvernement. Et de même pour la salle.
Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a voulu faire, on a voulu toujours anticiper. Ça nous a permis d'être réactifs et d'être là au bon moment. Et ça nous a permis surtout de se projeter. Alors, quand je dis se projeter, c'est avec le sens du projet. Parce que si une personne, lors d'un confinement, n'a pas un projet de vie, un projet de retour à l'activité, c'est plus du confinement dans un appartement ou dans une maison qu'elle fait, c'est du confinement en elle-même, et ça s'appelle la solitude. Donc, on a vraiment voulu lutter contre ça. On a eu donc notre projet d'équipe, puisque c'était l'accompagnement, ça je viens de vous en parler, et le projet avec les adhérents, quand on leur demandait, eh bien vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour revenir nous voir, pour être en sécurité? Et c'est comme ça qu'on a monté notre accueil. Alors, on est toujours dans le projet parce qu'il y a ce qu'on a vécu, mais il y a ce qu'on va vivre. Et ce qu'on va vivre, ça ne va pas forcément être tout simple non plus. Donc, on est en train de préparer l'été parce qu'on va faire des activités en été exceptionnellement alors qu'on n'en fait pas d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on veut que les personnes qui ont réglé leurs heures d'activité physique puissent les avoir. Donc, notre animateur est en train de mettre en place ces activités d'été. On fait un point info aussi qui paraît sur Info Local au niveau donc d'une permanence téléphonique pour répondre à tout un chacun, à toutes les personnes de la ville de Rennes qui veulent savoir comment on fait pour refaire une activité physique en sécurité, parce que c'est faisable avec, comme vous le disiez tout à l'heure, du bon sens. Et puis, on se projette aussi dans la rentrée où on va rentrer différemment, parce que le septembre 2020 ne sera pas le septembre des autres années. Donc, on met en place des contacts avec donc nos adhérents, bien sûr, et puis on diffuse l'information qu'on va continuer à travailler avec Zoom, avec du présentiel. Comme ça, les personnes pourront faire ce qu'elles veulent. Actuellement, d'ailleurs, l'animateur le fait déjà. Les personnes qui n'ont pas voulu reprendre l'activité en présentiel, eh bien, il a en même temps qu'il anime la séance dans la salle, l'ordinateur, de façon à ce qu'elles participent avec leur groupe habituel et qu'elles retrouvent leurs amis, même si elles sont restées chez elles. Donc ça, on va le continuer en septembre. Merci beaucoup, Colette. Peut-être pour toutes ces, oui, mais peut-être pour toutes ces informations qui intéressent peut-être beaucoup de personnes, est-ce que mettre dans la partie conversation, mettre le lien vers votre site internet ou un numéro de téléphone, une adresse mail, voilà, pour pouvoir se projeter justement sur cette rentrée avec ces activités. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ton témoignage aussi. On voit qu'il y a eu des choses, on a presque envie de se dire, on aimerait bien assister à une séance en Zoom dans le salon de l'animateur et de la tester en fait. De la tester, voilà, parce que ça donne vraiment envie. Donc, merci beaucoup de ce partage. On relève aussi qu'il y a eu voilà, des difficultés, que vous avez pris soin des autres, peut-être pas assez de vous. Et qu'il y a eu quand on prend des soin des moments autres, aussi on a beaucoup de retours pour nous-mêmes, il n'y a pas de problème pour ça. D'accord, mais n'empêche qu'il faut aussi s'écouter, écouter son corps, écouter son état d'esprit, et c'est aussi ce que a partagé aussi Monsieur Hardy. Et donc, c'est pour ça que je vais laisser la parole maintenant à Catherine Mercier, qui va nous reparler de cet impact en fait du confinement, du déconfinement. On l'a entendu, des personnes qui éclatent en sanglots, des choses et puis des choses qui vont bien, des choses voilà, qui vont moins bien, et comment on prend soin de soi. Voilà, merci beaucoup Catherine. Merci. Je ne sais pas, je n'entends pas Catherine. Il y a un calage sur le diapo, c'est ça? Il n'y a plus de son. Alors, Catherine, est-ce que vous… Voilà. Ah. J'avais besoin que tu me redonnes le son. C'est pas grave, c'est bon. Oui, donc du coup, j'ai écouté vraiment attentivement ce que Joël et Colette disaient. Et effectivement, là, dans cette période de confinement, je reviens vite fait sur ce qui a pu se passer.
en fait, c'est que d'abord, on a probablement tous connu un peu un certain choc à l'annonce de ce confinement et de se retrouver comme ça chez soi du jour au lendemain sans véritable préparation. Donc, ce choc était véritablement lié peut-être à ce qu'on appelle l'instinct de survie. Progressivement, on a accepté. Et puis, bah, au final, on a transformé aussi un petit peu l'essai pour allier une formule de rugby. Et puis, on s'est adapté et on est rentré peut-être dans une certaine routine et avec un sentiment vraiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, certaines personnes peut-être s'y sont véritablement réfugiées. Et quand Colette disait d'être un peu mode projet, enfin pas un peu, de pouvoir rester en mode projet, c'était effectivement de ne pas être sur un repli sur soi véritable, mais de continuer à avoir des repères. Et je trouve vraiment, effectivement, là, Joël parlait de bon sens, mais c'est vraiment très intelligent dans de tout ce que vous avez pu mettre en place, parce que effectivement, ça a pu répondre à cette prévention de ne pas se replier sur soi. Mais au final, cette histoire de la sécurité, c'est bien ce qui nous anime tous depuis que l'on est sorti de la caverne. Parce que bah, quand on est sorti de la caverne, si on n'avait pas eu peur, si on n'avait pas eu ce besoin de sécurité qui nous avait animés, ben, on serait même plus là pour en parler. Donc effectivement, cette sécurité-là, c'est un réel besoin. Et quand Colette, vous parliez de quoi avez-vous besoin pour revenir nous voir, eh ben, c'est de ce besoin de sécurité-là, donc qui est en lien avec l'émotion de la peur que les personnes effectivement doivent autour de ce besoin-là qu'elles doivent effectivement élaborer. Et puis après, ça dépendait aussi des personnalités, du tempérament de chacun. On sait que lorsqu'on est optimiste, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, et que lorsqu'on est anxieux, à voir le verre à moitié vide, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Donc c'est accepter sans se culpabiliser, ni se comparer, surtout pas aux autres. Et de ça, lorsqu'on ne se compare pas, on va aussi avoir une sorte d'éprouvé d'un sentiment d'efficacité personnelle, et qui va là aussi alimenter ce mode projet dont vous parliez. Je me reconnais moi avec mes forces, avec des choses qui sont peut-être plus de l'ordre que je peux considérer de la faiblesse. Mais au final, c'est ce qui me constitue, et avec ça, je vais pouvoir avancer. Et puis, voilà, donc on pouvait avoir aussi des réactions émotionnelles entre la peur et la colère. Et au final, on s'aperçoit que le déconfinement, on a aussi eu ces mêmes émotions de colère et de peur. Entre j'ai tenu le confinement et je ne suis pas encore à l'abri du virus avec le déconfinement. Donc, quels sont les risques? On en revient encore à ce besoin de sécurité. Sanitaire, socio-économique. Pour certaines personnes, c'est comment je vais pouvoir reprendre le travail. Au final, là, on en parle beaucoup en ce moment du télétravail. Télétravail forcé pendant le confinement, où beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés ont découvert qu'au final, ce n'était pas si pire ce télétravail, malgré l'impréparation. Et bah, qu'on est bien chez soi, en fait, et qu'on peut télétravailler aussi chez soi. Et que ce déconfinement, bah, il est plus ou moins difficile selon les impacts du confinement. Et là, je reprendrai effectivement ce que disait Colette sur l'importance de ce mode projet, de ne pas d'avoir pris des repères, et peut-être aussi pour s'en départir, ou en tout cas les généraliser sur le mode du déconfinement. Donc voilà, c'est comment j'ai pu m'adapter au confinement, et du coup m'étayer sur ça pour aussi m'adapter à ce déconfinement, pour retrouver un rythme équilibré, une réflexion adaptée. On a beaucoup parlé d'infobésité pendant le confinement, mais j'aurais envie de dire que pendant le déconfinement, là, ce qu'on vit aussi, c'est pas mal d'informations qui arrivent un peu de partout. Et voilà, comment aussi extraire le bon grain de livret par rapport à toute cette somme d'informations. Voilà, se réadapter progressivement, physiquement. En fait, sur ces impacts-là, Colette disait, il y a eu, par rapport au physique, il y a eu effectivement l'isolement, le manque d'amplitude de mouvement, mais je pense que par rapport au psychique, on a exactement les mêmes effets.
de l'isolement psychique, un manque d'amplitude effectivement qui peut avoir auguré de l'abrasion de la pensée, de l'abrasion émotionnelle. Et aussi de l'abrasion sensorielle. Et Joël parlait effectivement pour les personnes malvoyantes ou aveugles de la nécessité de toucher. Mais je crois que là, le sens du toucher, c'est quelque chose qui, au niveau de l'humain, on a constamment été touché. C'est peut-être probablement même un des sens qui est le plus à l'œuvre, mais dont peut-être on ne s'aperçoit pas, parce que dès l'instant où nos petites cellules, elles se sont dans la phase embryonnaire, elles ont commencé à se dupliquer. En fait, on a été baigné dans le bain utérin, par les membranes de l'utérus, et ça, on est vraiment sur le toucher. Et effectivement, avec ce confinement, quand certaines personnes se sont retrouvées extrêmement isolées, extrêmement seules chez elles, elles n'ont pas été touchées du tout par personne. Et du coup, ce toucher-là, eh ben, par la visio, ben, c'est pas très tactile, hein, c'est pas très chaleureux, la visio. Même si je pense que heureusement qu'il y avait ça, heureusement qu'il y avait ces outils-là maintenant technologiques qui ont contribué quand même à conserver du lien. Parce qu'on a besoin de liens, on est des êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, on a véritablement besoin du lien à l'autre. Donc voilà, c'était aussi de se dire peut-être qu'avec ce déconfinement, je vais reprendre progressivement et de procéder par des petits objectifs pour ne pas se sentir impuissant. Ce sentiment d'impuissance qui peut aussi du coup augurer parfois de forte colère, hein, soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis des autres, parce que quand on ne sait pas faire, on se sent vraiment impuissant. Donc voilà, prendre vraiment contact avec soi. Tu disais Cathy, effectivement, s'écouter, prendre contact avec soi pour revivre normalement, mais progressivement en apprivoisant la peur. Parce que la peur, c'est quoi? C'est on est sidéré ou on fuit. Et c'est différent d'être prudent pour passer à l'action. Je ne sais pas si je sais pas trop. Merci Cathy, beaucoup. Ouais, Catherine, on est à peu près à égalité avec les autres intervenants, Voilà. donc je dirais c'est parfait. Peut-être s'il y avait un dernier point, ou sinon il y a cette partie questions où vous pourrez effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de conversation, et peut-être que alors, je vois peut-être que je rajouterai quelque chose, et du coup, ça va aller aussi dans le sens de Zen Tonic, c'est que la remise en mouvement psychique, elle passe aussi par le corps. C'est-à-dire que les neurosciences nous apprennent maintenant que sans le corps, le psychique ne fonctionne pas. C'est le corps qui alimente sensations, émotions, et c'est le physique qui va alimenter aussi le système de pensée et non l'inverse, et le système émotionnel. Voilà. Effectivement, merci beaucoup de ces précisions. On va dire aussi, nous en ce moment, on se dit que la météo aussi joue beaucoup sur, voilà, alors, le confinement, il a fait très très beau. On a eu cette période-là un peu moins beau et on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait une forme d'injustice. Bon, cela dit, ce n'est pas le sujet de notre webconférence, mais on n'en est pas loin. Et donc, on a vu que ce n'était pas si facile que ça de s'adapter au confinement, que ce n'était pas si facile que ça de s'adapter au télétravail pour ceux qui sont salariés. Il a fallu s'adapter aussi à ces nouveaux outils, se familiariser avec des outils alors qu'on pensait connaître, mais qui ne sont pas si faciles que ça. Et comment on s'adapte au confinement, comment on s'adapte à un déconfinement et comment on s'adapte peut-être à un avenir avec ces outils numériques. Et là, je laisse la parole à Raphaël Madi qui va nous exposer que c'est finalement bien ou moins bien d'utiliser tous ces outils. Merci Raphaël. Oui, bonjour, rebonjour ou bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui. Vous me voyez bien? Oui. Très bien. Alors, je vais peut-être redresser un chouïa mon écran. Donc, je suis ravi d'être avec vous. J'ai été vraiment très intéressé par ce que j'ai pu entendre pour plusieurs raisons. D'une part, parce que on se retrouve évidemment dans ce qu'on a pu vivre peu ou prou pendant ce confinement. Et puis, je dirais, en tant que structure
pilote autour des questions du numérique et autour de l'accompagnement des organisations associatives, il a aussi également fallu pour nous, association Bug ancrée, installée à la maison des associations, il a fallu s'organiser assez rapidement et dépasser je dirais, ce phénomène de sidération qu'une des intervenantes, enfin même plusieurs des intervenants ont nommé. D'une part, parce que on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à avancer. Il fallait également qu'il était important pour une structure comme nous de se positionner. Alors, c'est peut-être pas le mot adapté, mais je dirais en tant que leader, en tant que pas au sens de chef, pas au sens de verticalité, mais au sens d'essayer d'emmener les gens sur des éléments, sur des choses en animant. Donc, je reviendrai là-dessus, mais l'association Bug, pour vous la présenter succinctement, c'est une structure qui existe depuis 1996 sur Rennes, qui a fait des usages du numérique son cœur de métier, son cheval de bataille depuis plus de 20 ans. Ça a commencé par Internet. Vous avez parlé de fracture numérique. À l'époque, on parlait de fracture numérique. Aujourd'hui, on parle toujours de fracture numérique. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les usages du numérique. C'est de vulgariser, c'est d'instaurer la confiance autour de l'utilisation des technologies, des nouvelles technologies, des outils. Et comment on installe la confiance ? Eh bien, dans un premier temps, un mot qui est revenu et qui, à mon avis, continuera de revenir dans les prochains mois, voire les prochaines années, c'est l'accompagnement. L'association se caractérise, vous le savez tous, je ne vais pas vous l'apprendre, par une intense vie sociale, qu'elle soit physique et par défaut numérique. Enfin, quand je dis numérique, c'est par le biais de la visioconférence. C'est vraiment la raison d'être, hein, le contact physique, la vie sociale, l'humain au cœur de la vie de l'organisation. Donc, on a été, en tant que personne et en tant que membre associatif, bénévole ou salarié, on a tous été très fortement impactés parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on s'est retrouvés complètement isolés chez nous et à devoir quand même s'organiser pour dépasser cette situation de peur. Et vous avez nommé la question du projet. En effet, se projeter, c'est essentiel dans toute organisation. Donc, il a fallu réorganiser tout ça et il a fallu accompagner les associations et les organismes associatifs, comme nous le faisions habituellement, mais là, pour le coup, en les aidant à distance à installer des logiciels qui leur permettent de travailler, de continuer de travailler, voire de télébénévoler. Je sais, c'est un barbarisme inventé au cours de cette crise. Donc, juste pour rappel et pour remettre aussi du contexte sur la situation au sein des associations au niveau national, sur une enquête que nous avons relayée au sein d'un réseau, donc le réseau des maisons des associations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 2/3 des associations qui ont quasiment arrêté leurs activités. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas pour voir le verre à moitié vide, c'est aussi pour se rendre compte qu'à un moment, oui, cette situation a été complexe et que même si on a pu accéder à des outils du numérique, pour certaines, ça a été compliqué, je pense notamment aux associations sportives, aux associations culturelles, de pouvoir continuer ces activités habituellement. Donc, on prend quand même la mesure de l'impact, on prend quand même la mesure des possibles conséquences qui vont impacter les associations dans les prochains mois. Donc, nous, MAS et MDA et d'autres structures, ça nous permet de savoir comment on va s'organiser à la rentrée. Parce que la plupart des structures, alors ça c'est une autre slide, mais la plupart des structures disaient aux 3/4 associatives reprendre véritablement et sérieusement, je dirais, leurs activités vraiment en septembre. On est encore dans un phénomène de déconfinement où peut-être on récupère de ce qu'on a vécu, on essaie de remettre, et on est là aujourd'hui pour ça, remettre nos idées en place,
redévelopper une démarche de projet, une stratégie. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, hein, l'associatif au cœur de l'humain, au cœur des pratiques de gouvernance, les conseils d'administration, les AG, les réunions. Il a fallu de façon comment dire, très subie et subite, complètement se réorganiser. Donc nous comme notre cœur de métier est numérique, on avait anticipé évidemment, on travaillait déjà sur les outils Zoom. Je vous avoue qu'on bataille quand même depuis de nombreuses années pour que le numérique ne soit pas le parent pauvre des associations, parce qu'on a souvent on a eu souvent des propos, mais de moins en moins, sur le fait que les outils numériques, ça déshumanise, les outils numériques, ça empêche finalement les gens de se voir, ça inquiète. Il y avait cette notion d'inquiétude. Voilà, pour le coup, on a été mis face à la réalité de façon très lapidaire. Et je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'on peut tout à fait maintenir des activités en s'organisant, en se préparant. C'est tout l'enjeu en fait, et en étant formé aux questions du numérique. Je pense que là, vous évoquiez dans certaines associations des gens qui étaient en détresse parce qu'isolés, et aussi parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, ou en tout cas la capacité à installer des logiciels, à mettre en place des logiciels. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, comme je dirais le fait d'apprendre à conduire une voiture, ça s'apprend en fait, ça s'apprend de pouvoir être à l'aise dans une interface informatique, de savoir comment on règle son son, comment on règle sa caméra, comment on peut partager des documents. Ce ne sont pas des choses qui sont innées. Il y a une sorte de fantasme du numérique où on a l'impression que c'est réservé, enfin il y a eu, je pense que c'est de moins en moins le cas, c'est réservé à une caste de geeks, de gens spécialisés, d'ingénieurs ou de bac+vie en numérique pour pouvoir utiliser toutes ces technologies. On se rend compte finalement que c'est accessible, mais que ça demande un certain nombre de savoir-faire qui sont accessibles à tout le monde, je dirais, comme on dit, de 0 à 99 ans. Et je vous dis ça avec le recul des années d'expérience sur le sujet, avec le recul des formations qu'on a pu proposer. Après, ce qui va varier, ça va être la pédagogie, ça va être la façon dont on va rassurer les publics, les différents publics. Alors, effectivement, je dirais, dans le sens commun, et c'est presque un stéréotype, on considère que les jeunes publics sont beaucoup plus à l'aise avec le numérique, et qu'en gros, c'est un peu comme Obélix qui sont tombés dedans tout petits, voilà, et que je dirais les personnes les plus, on va dire les plus de 60 ans, sans forcément faire de typologie qui enferme, le sont moins. Alors, moi, j'ai toujours été un peu dubitatif sur ces visions un peu manichéennes, un peu binaires, parce que je côtoie aussi beaucoup de plus de 60 ans, on va dire, qui sont hyper à l'aise, quoi, hyper à l'aise. Et en fait, à partir du moment où la confiance est là, eh bien, ça roule, ça roule. Donc, il y a une question, je dirais, de posture aussi, casser un peu ce mythe du numérique. C'est une sorte d'hydrocéphale, enfin, de quelque chose d'inaccessible. Je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à créer cet écosystème sur un territoire, maison de quartier, maison de la santé, maison de la conso, maison des associations, à mettre en place ces moments d'accompagnement, à nous-mêmes nous former tous. Je vois que vous manipulez Zoom avec excellence. Et puis, à rassurer nos gens. Nous sommes des structures intermédiaires. On a un rôle à jouer, effectivement. Mais on joue tous à différents niveaux. Mais sur ces questions numériques, pour rassurer, donc créer ce climat de confiance. On a beaucoup parlé de la peur. Je pense que la peur, aujourd'hui, c'est une des émotions qui domine
nos attitudes, nos comportements, je dirais pas notre société, c'est peut-être un peu exagéré, quoique, et d'autant plus avec cette crise-là. Donc, comment on crée ce système où on redonne de la confiance? Je viendrai aux outils assez rapidement parce que finalement, les outils… Oui, parce que, pardon Raphaël, Ouais. le temps tourne. Bien sûr, ouais. Mais oui. Il en existe, vous me dites, hein, mais après, je répondrai probablement à des questions. Donc, je n'ai pas voulu faire une intervention très outil parce que finalement, l'outil, j'utiliserai un peu la métaphore de la boîte à outils. Vous avez une belle boîte à outils. Si vous ne savez pas vous en servir, vous ne pourrez pas soit réparer votre voiture, soit, je sais pas moi, aller bricoler dans votre maison. Ou c'est pareil pour plein d'autres activités. Souvent, en formation, les gens, des personnes arrivent et disent « Ah, ben moi, je viens pour l'outil magique. » Voilà, mais ça n'existe pas en fait. Le numérique ne solutionne pas tout. Et c'est pareil, on peut pas. Le numérique est complémentaire, donc ça s'inscrit dans un projet, dans une stratégie. Alors, ce sont des gros mots comme ça, mais je veux dire, effectivement, oui, on peut pas faire du tout numérique. À un moment, on a besoin de contact physique, on a une sclérose cognitive qui va s'installer. On a besoin de toucher, on a besoin de faire. On sait très bien que dans les formations, les publics apprennent beaucoup plus et retiennent beaucoup plus quand ils touchent, quand il y a de la manipulation, parce qu'il y a des connexions neuronales. Voilà. Donc, le numérique, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, effraie encore. Voilà. Donc, les outils existent. Framasoft, des outils libres, il y a toute une philosophie. Il n'y a pas que des outils type Google, il n'y a pas que des outils qui sont des outils aussi qui vont collecter vos données. Il y a toute cette philosophie-là. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais effectivement, l'enjeu pour moi, et y compris pour les petites assos, enfin petites, c'est pas péjoratif puisque c'est le cœur de l'activité associative en France aujourd'hui, les petites structures qui font un énorme travail au quotidien, eh bien c'est formez-vous. Donc, nous, on propose des formations. On peut même vous en proposer sur site, à la maison à la masse, voilà, pour vous familiariser avec des outils de gestion de projet, avec des outils Zoom, comment on organise une AG via Zoom, comment on utilise des outils libres, Frama, pour faire des petits questionnaires. Voilà, il y a énormément de choses. Je ne vais pas tout pouvoir passer en revue. Il n'y a pas d'outil miracle. En tout cas, il y a une démarche qui est valable pour tout, c'est-à-dire être accompagné, comprendre, se former, être patient aussi, parce que j'aurais pu faire une petite diapo avec des cercles concentriques. On a tous des niveaux des degrés d'apprentissage qui varient en fonction des publics. Certains vont apprendre plus vite en fonction d'un sujet, d'autres vont avoir besoin de plus de temps pour intégrer, et c'est comme ça, c'est très bien. Donc, il faut aussi faire en sorte que les gens, dans les structures, acquièrent ces connaissances sur le long terme. Utiliser des outils numériques, ça prend du temps, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. Et effectivement, il faut que ce soit un processus. Ce n'est pas quelque chose, hop, tout de suite, on va se mettre à maîtriser l'outil, ça va être un outil miracle, ça va nous sauver de tous nos problématiques. Voilà, c'est pas un outil miracle, c'est un outil qui permet effectivement de mieux s'organiser, qui permet de parfois s'affranchir de réunions, de déplacements inutiles, qui permet de travailler des documents en ligne, de gagner du temps, de gagner aussi en collaboration. Mais ça s'organise, voilà. Donc, vous avez bien compris, hein, mon credo, c'est former, c'est accompagner, c'est discuter, débriefer. Et ceci sur la durée. Et puis à terme, je trouve qu'il peut être intéressant, c'est dans chaque structure, pourquoi ne pas avoir une personne qui se spécialise, un bénévole dans le conseil d'administration, alors qui ne sera pas l'alpha et l'oméga du numérique, mais on a bien des trésoriers, on a bien des présidents, des vice-présidents, on a bien des secrétaires. On sait très bien que la loi 1901 est très ouverte. Il n'y a aucune obligation légale à avoir un trésorier, un président, une présidente, un secrétaire. On peut intégrer des personnes en charge du numérique, des personnes en charge de la com. Voilà. On peut aussi être créatif sur ce sujet-là. Et puis voilà, avoir quelqu'un dans une structure qui connaît un peu les choses et qui va être le médiateur, le relais auprès des adhérents, auprès des publics, pour accompagner. Voilà. Alors après, il y a plein d'autres questions qui vont se poser. On pourra peut-être évoquer tout ça dans les questions. Il y a la question du matériel,
il y a la question des connexions. Voilà. Bon. Donc, je vais en rester là pour ma courte intervention, mais effectivement, si vous avez des questions par la suite, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, je pense qu'on est aussi dans une démarche où aujourd'hui, on est aussi là pour vous aider à construire, nous, et puis la masse, d'autres structures, à construire et à vous structurer et justement à travailler sur toutes ces peurs-là. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Mady. Et c'est vrai que Merci. c'était un exposé très clair qui donne vraiment envie de se projeter avec ces outils. Alors, c'est vrai que les personnes de plus de 60 ans, nous, c'est la majorité de notre public et se trouvent souvent en difficulté, mais aussi ont beaucoup appris, sans fantasmer, mais ont beaucoup appris avec leurs petits-enfants. Et Oui, donc, c'est vrai. voilà. Donc, c'est aussi de la formation. c'est des bons formateurs, voilà. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement se rassurer, être accompagné, se protéger soi, se protéger des autres. Et ce qui me fait me tourner vers Jeanne-Marie, docteur Jeanne-Marie Germain, donc du CEPIAS, Bretagne, du Centre d'appui de prévention des infections associées aux soins. Et pour nous reparler voilà, rapidement des modes de transmission, mais aussi surtout comment on se protège. On a entre nos mains des masques grand public, des masques chirurgicaux, on ne sait plus trop la durée, on ne sait plus trop si on doit toujours les mettre. Il y a tout ce qu'on entend aussi dans les médias. Donc voilà, merci docteur Germain de nous exprimer quelques précisions quant à toutes ces questions. Merci Cathy. Bonjour à tous. Je vais revenir sur les modes de transmission pour bien comprendre les gestes barrières qu'on nous demande d'appliquer. Donc, la transmission principale de ce virus, elle se fait par voie respiratoire, elle se fait par ce que nous on appelle les gouttelettes, en fait par les postillons. Donc, les grosses gouttelettes, les postillons qu'on envoie quand on parle ou qu'on envoie encore plus quand on tousse ou quand on éternue. Alors, c'est par des grosses gouttelettes, c'est-à-dire que c'est des gouttelettes qui vont retomber assez rapidement, qui ne vont pas aller plus loin qu'1 mètre, 1,50 m. Donc, ils vont se déposer autour du malade quand il va parler. Donc, si le risque va être augmenté, si on est en face de quelqu'un qui est malade, si on est vraiment en face, c'est qu'on est tout près et qu'on reste un certain temps à discuter avec cette personne. Donc ça, c'est le mode de transmission principal, par voie respiratoire, les postillons, les grosses gouttelettes. Il y a un mode de transmission qu'on ne peut pas ignorer, mais qui est certainement moins important, avec les mains. Si nos mains sont contaminées par ces postillons, c'est-à-dire s'ils ont été en contact avec une surface contaminée par un malade, ou si on a été en contact direct avec un malade, nos mains contaminées que l'on porte au visage risquent de nous contaminer. Il faut savoir que la porte d'entrée, ce sont les yeux, le nez, la bouche. Donc, si on porte nos mains au visage, on peut se contaminer de cette façon-là. Donc, si on garde en tête ces deux modes de transmission, on comprend facilement les mesures barrières qu'on nous demande d'appliquer. La distanciation sociale, si vous êtes à plus d'1 mètre, 1,50 m de la personne, vous n'allez pas être touché par les postillons. Les gestes qu'on vous demande aussi d'hygiène respiratoire, c'est-à-dire de couvrir son nez, sa bouche quand on tousse ou quand on éternue, alors soit dans le coude, soit avec un mouchoir qu'on va jeter après, ça évite de contaminer l'environnement. Si on est soi-même malade, ça évite d'aller contaminer l'environnement. Et puis l'autre mesure importante, c'est l'hygiène des mains. Effectivement, si nos mains sont bien désinfectées, bien lavées, on ne va pas se contaminer à partir de nos mains. Donc ces mesures, il faut bien les garder en tête. Et je crois qu'il faut les inclure dans nos habitudes de vie, notamment l'hiver, pour se prémunir des autres virus respiratoires, comme la grippe ou autres, et puis aussi les gastroentérites. Donc ça peut être très utile de garder ces mesures. On pense aussi à s'isoler ou à éviter les contacts avec les autres si on est malade nous-mêmes, mais on le fait aussi assez spontanément. J'ai la grippe, je ne t'embrasse pas, je ne te serre pas la main. Je m'éloigne, je m'isole. Donc ça, c'est important.
Et puis le masque, alors le masque, là, on nous demande de le porter dans certaines situations, notamment quand les distanciations ne peuvent pas être respectées ou dans certains lieux comme les transports en commun. Donc le masque, pour le grand public, quand on le porte, ça va éviter de contaminer l'environnement. Vous allez parler, vous allez tousser dans le masque, ça va éviter de contaminer l'environnement. Alors il y a les masques en tissu, il y a les masques chirurgicaux. Ils n'ont pas les mêmes propriétés. Les masques chirurgicaux sont des masques avec des normes qui sont testées, qui vont filtrer dans les deux sens, quand on respire ou quand on parle. Ça va aller quand on inspire et quand on souffle, ça va dans les deux sens. C'est des masques qui protègent l'environnement, mais qui protègent aussi la personne qui porte ce masque. Vous voyez les soignants à l'hôpital, ils portent ces masques-là et ça leur permet aussi d'être proches des malades. Ils ne peuvent pas soigner à distance les malades, mais ça les protège avec ce masque. Le masque en tissu, il ne répond pas aux mêmes normes, il n'est pas testé de la même façon, mais il va surtout protéger l'environnement. Quand on porte un masque, il faut essayer de le porter correctement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il couvre le nez et la bouche, parce qu'on en voit souvent qui sont portés sous le nez, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, porter correctement. Après, pour les soignants, on a des exigences un peu différentes parce que il ne faut pas y toucher, les exigences sont un peu différentes, ce n'est pas le même contexte. Mais en tout cas, il faut essayer de le porter correctement quand nous, on est amené à le porter dans notre vie quotidienne. Et puis, il y a un petit point sur lequel j'aime bien aussi intervenir sur les mesures de prévention. Je ne vous ai surtout pas parlé de gants parce que ce n'est vraiment pas une bonne idée, ce n'est vraiment pas une mesure de prévention dans le cadre du Covid. Le virus, il ne passe pas la peau saine. Donc, il ne va pas rentrer directement à travers nos mains. Et par contre, les mains, on a une grande chance, c'est qu'on peut les laver très facilement. Et si on ne peut pas les laver parce qu'on n'a pas de point d'eau et de savon, on peut utiliser ces solutions hydroalcooliques facilement parce qu'on peut en avoir dans notre poche, dans notre sac. C'est facile de les avoir partout. Donc, sur l'hygiène des mains, il ne faut pas se censurer et il faut savoir qu'à la fois le lavage est efficace et la solution hydroalcoolique est très efficace aussi. Alors, le lavage correctement, effectivement, ce n'est pas juste passer 2 minutes juste comme ça sous l'eau. Il faut frotter avec le savon, bien rincer et s'essuyer avec quelque chose de propre. Donc, le virus n'est pas résistant, il ne va pas résister au lavage, il ne va pas résister à la solution hydroalcoolique. Donc ça, vous pouvez les utiliser sans problème. Voilà, les grands messages, il faut garder ces habitudes d'hygiène respiratoire et d'hygiène des mains parce que ça fait partie des mesures qui vont nous éviter la transmission d'un certain nombre d'autres virus embêtants. Voilà. Après, si vous voulez des précisions, je pourrais essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Alors, peut-être une question spontanément de ma part. J'ai entendu que Colette Parot de l'association Zentoni, qu'ils avaient fabriqué, ou en tous les cas proposé des visières pour les personnes qui reprennent la marche nordique. Est-ce que ces visières, est-ce qu'il faut associer le masque en dessous? On a entendu aussi plusieurs données là-dessus. Est-ce que la visière suffit naturellement par rapport aux projections? Est-ce qu'il faut compléter avec le masque? Alors, la visière et le masque n'ont pas les mêmes fonctions. Le masque, il va filtrer ce que vous respirez et la visière, elle va surtout éviter les projections de grosses gouttelettes dans les yeux ou dans le… Donc, au milieu de soins, en tout cas, on associe les deux, sachant que la visière, on n'en a pas besoin pour tous les soins. Après, quand vous parliez tout à l'heure de coureurs croisés quand on marche, je pense que le risque, il est quasiment nul sur ce passage très rapide de la personne. On vous dit qu'il faut être proche, en face à face, et sur une certaine durée, on parle souvent de 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contaminé en restant un peu moins longtemps, mais je pense que quand on croise quelqu'un dans la rue, là, le risque, il est vraiment quasiment nul. Excusez-moi, mais pourtant, on nous dit dans la marche nordique de garder des distances de 5 mètres à 10 mètres en fonction justement de la projection de la particule avec la vitesse de la personne. Oui, pour espacer les marcheurs. Après, celui que vous allez croiser, ça va être
très bref, quoi. Oui, mais enfin, c'est aussi celui qui est derrière, celui Bah, qui… il reste plus longtemps, celui qui est derrière et celui qui est devant. Vous êtes longtemps avec. On marche en file indienne, nous aussi. Hein. Mais à ce moment-là, ce sera plus le masque que la visière qui vous protège. Le masque avec de la marche nordique? Bah oui, je sais que c'est pas simple, c'est ça. C'est pas que c'est pas simple, mais le CO2, il reste là quand même. Hein. C'est pas la même protection en fait. Ouais. C'est pas la même protection. Bon, après, on est maintenant sur une circulation du virus qui est extrêmement faible, en tout cas dans notre région. Quand on est dehors, je pense que les risques sont aussi moindres. Il y a le vent, il y a c'est beaucoup moins. Les risques sont vraiment plus importants quand on est dans un endroit clos avec beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on conseille aussi l'aération régulière des locaux. Je ne vais pas parler là, mais ça, c'est aussi un point. Après, il y a effectivement, je sais que les différentes fédérations sportives ont émis des recommandations qui sont parfois sur lesquelles je pense que c'est peut-être un peu excessif sur certaines recommandations. Merci beaucoup en tous les cas pour toutes ces précisions, ces retours d'expérience et je vais laisser la parole donc à mes collègues Marion Garando et Alicia Gendre pour la partie questions et n'hésitez pas aussi à intervenir si vous voulez compléter vos exposés. Merci. Un grand merci à vous pour toutes ces interventions. Merci, Dr Germain, pour ce rappel. C'est vrai que c'est pas toujours, parfois on a tendance à mélanger un peu tous les gestes barrières. Donc, c'est toujours intéressant, même dans cette période, d'avoir ce rappel sur le bon usage. Donc, nous allons enchaîner sur les questions. Au préalable, nous avons eu des demandes concernant la transmission des présentations PowerPoint. Donc, ça concerne Catherine Mercier et Raphaël Madi. Est-ce que vous pouvez diffuser vos PowerPoint? Absolument interdit. Alors, je plaisante. Ça me semblait bien aussi. Peut-être que les personnes intéressées pour recevoir ces PowerPoint peuvent nous laisser… vous pouvez nous laisser vos adresses mail dans la partie conversation, s'il vous plaît. On les collectera et on vous transmettra les PowerPoint, on les a reçus. Et je vais tout de suite enchaîner du coup sur une question pour vous, Catherine, puisque je crois que vous êtes en plus un petit peu pressée par le temps. On a eu beaucoup de bénévoles qui se sont retrouvés finalement comme tout le monde vraiment dans une stupeur suite au confinement et qui se sont retrouvés en difficulté dans leur posture d'écoute. Et donc, une des questions portait sur leur reprise de confiance et leur réassurance. Comment on fait en tant que bénévole pour reprendre confiance en soi, pour ensuite donner confiance aux autres, aux adhérents et reprendre son activité d'écoute ou d'accompagnement dans de bonnes conditions? Alors, j'aurais envie de dire spontanément déjà de savoir qu'est-ce qui a été déstabilisant pour eux. De vraiment s'interroger et de voir qu'est-ce qui a été déstabilisant, quelles étaient les émotions qui étaient à la base de ce sentiment alors peut-être, je sais pas, qu'est-ce que c'était ce sentiment d'impuissance, d'incompétence, voilà. De voir un petit peu qu'est-ce qui venait réactiver ou activer ce sentiment-là. Et puis, et du coup, une fois identifié, ça permet déjà de se décentrer et de voir après ça de quoi j'ai besoin en fait pour reprendre cette activité-là. Ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. De quoi j'ai besoin pour me sentir rassurée au final et pour reprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça s'enquiste en fait. Et pour ne pas s'enquister, c'est d'aller soulever le mouchoir par-dessus et de voir un peu ce qu'il en est, quoi. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein. Mais ça peut être intéressant aussi si ce sont des bénévoles, par exemple, d'une même association, qu'il puisse y avoir un échange dans le groupe, un échange entre pairs, et qui soit effectivement après animé par quelqu'un de neutre et peut-être
plutôt même d'extérieur à la structure, et qui puisse animer ça, reprendre ça, et au moins que les choses se disent, et peut-être qu'il y ait aussi une confrontation que tout le monde a traversé ça, et enfin, ou une bonne partie, que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, mais quand même, et que chacun puisse aussi explorer des pistes que les autres peuvent évoquer et qu'ils n'auraient pas pensé pour eux-mêmes. Donc ça pourrait être, enfin voilà, 2 temps en fait. Déjà un temps d'introspection pour soi, et puis un temps peut-être de partage entre guillemets cadré par quelqu'un de l'extérieur, voilà, pour identifier un petit peu ça. Oui, ça nous fait un lien aussi avec ce que disait Monsieur Hardy tout à l'heure sur l'importance du collectif. Vous avez évoqué les peut-être nouveaux liens qui se sont tissés entre bénévoles, salariés, etc. Et du coup, ça nous évoquait une question sur peut-être cette nouvelle dynamique qui s'est mise en place au niveau de l'association Valentin Haoui. Oui, alors, effectivement, nos salariés ont bénéficié du télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient emmené à leur domicile tout leur matériel de bureau, et ils étaient en relation avec ce qu'on appelle les bénéficiaires, c'est pas un très joli mot, mais et puis les bénévoles de l'association par ce biais-là des outils informatiques. Mais comme donc il y a eu du lien qui a été maintenu effectivement dans notre association, mais comme je le disais en conclusion de mon intervention tout à l'heure, on a un vrai problème qu'on n'a pas réglé, et je vois pas très bien comment on peut faire. Les personnes qui sont démunies de tous ces moyens de relations qui arrivent à la communication virtuelle, en fait, eh bien, on n'arrivait pas à les toucher. Ce qui fait qu'on a dû maintenir des réseaux de téléphonie classiques. Et puis, c'était notre principal outil, en fait. Donc, et ça, effectivement, ce sont les salariés qui ont tissé cette toile-là et qui devenaient animateurs de communication plutôt que d'objectivation des activités du comité. Alors, effectivement, si je peux rajouter quelque chose, on s'est aperçu là, à la faveur de cette situation, que certaines personnes en fait ont développé des compétences insoupçonnées par elles, voire insoupçonnées aussi par leur manager, et que du coup, qu'est-ce qu'il en ressort de cette période-là? Comment moi j'ai pu me découvrir autrement, comment j'ai pu découvrir les autres autrement, et comment maintenant avec ça, avec ces nouvelles compétences ou ces nouvelles capacités dont j'ai pris conscience, je peux aussi alimenter d'une autre façon mon emploi ou mon action bénévole. Et moi je trouve, alors moi je suis plutôt une optimiste, hein, pas une ravie de la crèche, mais optimiste fondamentale, et je pense que ça c'est vraiment à avoir en ligne de mire. Avec quoi je repars? Quelle est la pépite au final de cette période-là? Vous parlez justement de nouvelles compétences, des outils numériques, etc. Raphaël m'a dit, est-ce que l'usage du coup de ces outils numériques, vous nous avez parlé qu'effectivement ce n'étaient plus les geeks qui les utilisaient maintenant, mais est-ce que l'utilisation de ces outils numériques est amenée à ce qu'on a connu à se pérenniser? Est-ce qu'on va travailler autrement maintenant et travailler par ces outils-là? Oui, clairement, je pense que déjà, ça a marqué les esprits, et puis surtout, on va tous comprendre qu'il faut qu'on s'organise et qu'on anticipe. Après, nous, depuis 2-3 ans, on voit qu'il y a un vrai changement quoi, dans les bénévoles, dans les formations. Auparavant, on faisait des formations sur Google Drive, on a arrêté d'en faire. Pourquoi? Parce que les gens commençaient aussi à s'intéresser à l'impact du numérique sur l'environnement, sur les ressources. Il y a toutes ces problématiques-là. On est après encore, hein, on est encore après les usages. Mais c'est aussi des questions qu'il va falloir qu'on traite
qu'il va falloir prendre en compte. Voilà, on peut pas le nier. L'usage, c'est une chose. Donc, pour répondre à votre question, Alicia, en effet, il y a plus d'appétence, c'est certain. Aujourd'hui, on a des formations sur comment dire, la vie privée, comment on organise sa vie privée avec des données, gestion de données, tout ce qui tourne autour de la RGPD. On a aussi des formations sur comment sécuriser, comment avoir des usages qui permettent de sécuriser nos comptes. Il y a toutes ces questions-là. Et voilà, je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui une vraie appétence. Les gens ont bien compris que c'était plus quelque chose qui était plus soit un effet de mode, soit quelque chose qui concernait les autres, mais véritablement une révolution anthropologique, quoi, au même titre que l'écriture. Alors peut-être que je vais un peu loin, mais certains le disent. En tout cas, ça révolutionne nos pratiques. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, on ait besoin de se réunir, quoi. Mais on sent bien que désormais, on a bien compris que ça faisait partie de nos vies. Donc, faut comprendre, et pour comprendre, faut s'intéresser, il faut se former, il faut en parler, il faut partager des choses, voilà. Et il faut se tromper aussi, faire des erreurs pour apprendre. Et une autre question, Raphaël m'a dit, est-ce que du coup, vous pensez que ce confinement, quelque part, a contribué à réduire la fracture numérique? Ouais, bonne question. J'ai pas de. On en a parlé. Je pense pas. Enfin, en fait, je pense que ça les a accentués. C'est vraiment un avis, hein. C'est pas. Je pense que ça les a accentués. Et comme beaucoup de choses, en fait, j'ai eu l'impression que cette crise-là a finalement accéléré des comportements, des choses qui existaient déjà, mais les a plutôt accélérés. Et je pense que non, au contraire, ça c'est un vrai enjeu de société, quoi, de territoire. Donc, ça passe par du matériel, ça passe par rendre accessible avec des. Je crois que, enfin, je sais pas où en est Solidaren à Rennes qui souhaitait permettre d'accéder à des connexions, des fournisseurs d'accès pour pas cher, comme le fait Brest. Et puis il y a la question du matériel et il y a la question de la formation, quoi, de la ressource. Voilà. Mais je pense que non, ça a pas contribué à réduire, non, ça a plutôt accéléré, ça a plutôt isolé ce qui était déjà peu isolé, quoi. Voilà. C'est un avis, hein. Je ne sais pas, c'est un avis à partager, mais c'est une vraie question de fond, en effet. Ouais. Moi, je confirme ça, c'est ce que j'ai vécu au sein du comité de l'AVH, hein, c'est ce que je tente de dire précisément. Ajouter à ça, je crois qu'il y a eu un retour à la valeur du respect des autres. C'est-à-dire qu'en fait, notre comité était fermé, mais on n'a pas eu vent debout des revendications. Il y avait une acceptation réelle, une forme d'écocentrisme en fait qui s'installait et paradoxalement qui était tournée vers le respect des autres. Quant à votre intervention, Raphaël, moi je confirme, hein, on a eu une vraie rupture et entre ceux qui détiennent la compétence, la capacité d'utiliser ces outils qu'on peut appeler nouvelles technologies, et ceux qui en sont démunis. Et voire même, pour ceux qui en sont démunis, ça, étant donné qu'ils n'avaient pas cette capacité-là, ce moyen-là, ça a amplifié, ça a grossi en quelque sorte le fait qu'il y en avait qui avaient, qui savaient, et puis eux, qui n'avaient pas et qui ne savaient pas. Et ça c'est quelque chose qui, pour moi, dans ma fonction là, de bénévole au sein de la VH, mais d'avoir cette responsabilité d'animation, c'est un problème que je ne sais pas comment résoudre. Si ça se reproduit, on retrouvera la même difficulté à vaincre. En fait. Voilà. Alors, c'est justement peut-être la question de la formation, de l'information et de la formation soulevée par Raphaël Madi qui peut être la clé pour anticiper d'autres jours comme on a connu.
Oui, c'est ça. D'autant plus que nous, on a un petit département local à l'intérieur de notre association qui vise à développer tous les logiciels qui sont spécifiques à l'utilisation des outils adaptés justement sur les nouvelles technologies. Mais au préalable, il faut avoir le smartphone, par exemple, ou la tablette, et les seniors eh bien, en sont démunis. Mais malgré tout ça, ils étaient d'une complaisance envers les décisions draconiennes et radicales que je prenais pour installer justement ces gestes barrières, les 4 mètres carrés, les 10 personnes maximum en réunion. Enfin, ils ont accepté ça très très bien. J'étais vraiment étonné de cette co-participation, si ça peut dire. On amplifiait, en fait, cette situation-là a amplifié la participation dans la non-réalisation d'objectifs. C'est paradoxal, mais c'est extraordinaire. C'est peut-être une adaptation qui a été faite par chacun d'entre nous par rapport à cette crise. Je me permets juste de donner la parole à Francine de France Asso Santé Bretagne qui souhaitait aborder l'expérience avec des EHPAD, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis donc représentante des usagers. Je suis issue d'associations de patients puisque j'ai des maladies chroniques. Donc, je représente les usagers aussi dans les établissements, dans les commissions des usagers, mais aussi je suis présidente d'une commission des usagers d'un groupe, Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, pour ceux qui connaissent, qui ont 2/3 de médico-social EHPAD, des foyers de vie, et 1/3 de sanitaires. Alors, je vais plus vous parler des EHPAD parce que c'est vrai que ça a été très, très dur pour les familles. En fait, du jour au lendemain, on leur a dit le vendredi pour le samedi matin, plus de visites. Donc, rupture totale avec leurs parents, et c'est vrai que ça n'a pas été simple. En fait, on vient de faire un petit bilan là. Ça a été, c'est vrai, ils étaient très mal, c'était un état anxiogène. Donc, ce qu'ont fait les directions des EHPAD, c'était déjà voir comment on pouvait garder un lien avec les familles. Donc, alors là, on peut dire que le numérique a été développé rapidement dans toutes ces EHPAD là où je participe. Le lien, ils ont développé le numérique avec les résidents. Et il y en a aujourd'hui qui sont très contents d'avoir des tablettes et de pouvoir avoir un lien avec leur famille. Alors ça a été la première période. En plus, je pense ce qui était important, c'est qu'il fallait que les directions mettent en place tout de suite des réunions avec les conseils de vie sociale. Parce que dans les EHPAD, c'est pas comme dans le sanitaire, hein, ce sont leurs parents. C'est complètement différent. On parlait du toucher tout à l'heure. En fait, il y a des familles qui vont tous les jours donner à manger à leurs parents. Tous ceux qui ont des problèmes cognitifs, le fait du toucher, c'est très, très important. Et ils n'avaient plus le toucher de leur famille. Et la crainte des familles, c'était de dire, ils ne vont plus nous reconnaître quand on reviendra. Parce qu'il y avait cette rupture. Alors ça, c'était une chose. Mais quand il a été question de remettre le droit de visite, puisqu'au bout de quand même, à partir du 11 mai, on a retravailler sur le droit de visite, eh bien, à l'inverse, les familles avaient peur qu'on aille trop vite pour les droits de visite, de peur qu'ils ramènent le virus à leurs parents. Donc, on voit bien qu'en fait, la peur au point de départ, mais la peur aussi de retrouver une vie normale. Et aujourd'hui, on dit que là, on va redéconfiner petit à petit, puisque de toute façon, les familles vont pouvoir aller voir leurs résidents dans leur chambre. On va recommencer à faire ça, c'est leur lieu de vie. Aujourd'hui, c'était des visites qui étaient organisées dans des salles ou à l'extérieur des établissements. Donc, on voit bien que cette crainte, elle est toujours dans les deux sens, en fait. Hein. Et c'est même les familles qui disent maintenant, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Allons-y doucement. Mais le numérique, pour aller un petit peu dans le sens de M. Madi, c'est que le numérique, en fait, a permis et va permettre et va continuer dans ces établissements-là. Et je pense qu'il faut qu'il continue. Alors, pour ce qui est des malvoyants, je connais bien la situation, j'ai une belle-fille qui est malvoyante. Et c'est vrai que la difficulté, c'est quand même le numérique. Même si elle s'est formée et tout, c'est quand même la difficulté de garder un lien. Le toucher, c'est tellement important, se déplacer à l'extérieur, c'est aussi compliqué. Pendant le confinement, ça a été compliqué. Donc voilà ce que je voulais apporter comme témoignage.
Merci beaucoup Francine, parce que ça a eu le mérite d'être assez synthétique et de brosser un certain nombre de thématiques qu'on a vues là durant toute cette web conférence. Donc c'était intéressant. J'ai envie de me tourner peut-être pour une dernière question vers le docteur Jeanne-Marie Germain. Peut-être pour revenir sur voilà, désormais sur le quotidien des associations qui vont avoir à continuer à affronter la mise en place de gestes barrières, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, pour les associations, quand on doit organiser une réunion en présentiel, désormais on peut le faire, quels sont les gestes barrières à respecter, comment on prépare une salle, comment on désinfecte une salle, etc. Les gestes barrières à respecter, ça va être les gestes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la distanciation. Donc, éviter de se mettre en face à face et d'être trop rapproché, peut-être en quinconce. Essayer de respecter ce mètre ou ce mètre 50 de distance. L'hygiène des mains, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus de mesures que ça. Aérer les locaux aussi. On peut, parce que ça va faire, ça va brasser l'air, ça va renouveler l'air et ça va évacuer des virus s'il y en a. Désinfecter, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations qui sont sur la désinfection, je vois ça aussi à l'école, je vois ça. Le mode de transmission via l'environnement est vraiment un mode de transmission secondaire. Donc on peut nettoyer une fois la réunion finie, faire un nettoyage avec des produits classiques, parce que le virus, il n'est pas résistant dans l'environnement. Je vous ai dit, il n'est pas résistant avec l'effet du savon, hein, l'effet mécanique du lavage, ou alors l'effet chimique par les solutions hydroalcooliques. Il n'est pas résistant à tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément mettre tout sur la désinfection de l'environnement, parce que ce n'est pas la mesure prioritaire pour moi. C'est éviter d'être en face à face, éviter d'être trop proche. Faire l'hygiène des mains, parce que de toute façon, l'environnement, vous n'arriverez jamais à tout désinfecter en permanence. Mais par contre, les mains, vous pouvez les nettoyer régulièrement. Éviter de porter ses mains au visage, effectivement. Mais ça, ce n'est pas forcément simple, parce qu'on les porte tous très souvent au visage dans la journée. Voilà. Et puis, les mesures d'hygiène respiratoire, hein, je vous ai dit, si on tousse, si on éternue, forcément, ce n'est pas devant tout le monde. On couvre sa bouche et son nez. Et voilà. Alors, pas forcément simple hein, d'organiser les réunions comme ça, j'en conviens, hein, ou de reprendre notre vie d'avant. Hein, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, c'est plus prudent de garder encore ces mesures. Et puis, peut-être qu'on ne sait pas non plus comment va se passer l'automne. Hein, on a toujours ce petit doute sur la circulation du virus qui peut réapparaître. Et puis, je vous disais, quand on est malade, quand on a des signes, on s'isole et on ne vient pas au contact des autres. Si on tousse, si on a la fièvre. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement dans l'Assemblée qui seraient restées en suspens? Est-ce que je peux poser une question au docteur Germain, s'il vous plaît? Bien sûr. Je voudrais parler de la difficulté des malentendants depuis, justement, en particulier le port du masque. Et je voulais poser une question bien précise au médecin, pour savoir si elle avait connaissance de masque. La difficulté pour les malentendants, c'est que le masque cache tout ce qui est lecture, tout ce qui est la possibilité de lecture labiale que les malentendants utilisent fortement. Donc, on a parlé de création de masques avec une partie translucide. Je voudrais savoir si le médecin a entendu parler si les masques existent maintenant et sont homologués, parce que le masque est un barrage. Le masque classique tissu ou autre est un gros barrage pour la communication
des malentendants. Et d'autre part, je me suis adressée à monsieur qui est de l'association pour l'informatique concernant les sous-titres et je l'ai entendu répondre, c'est interdit. Mais ça fonctionne, ça existe. Les malentendants qui sont dans le monde du travail utilisent justement le sous-titrage pour les visioconférences parce que ça a été très difficile pour moi au niveau du son. C'est très difficile pour nous de choisir justement ou de persévérer et de participer à des visioconférences en tant que bénévole. Alors, je veux bien répondre sur les masques avec la partie transparente. Effectivement, c'est une question qu'on nous a posée à plusieurs reprises. Malheureusement, actuellement, je n'ai pas connaissance. Je pense qu'il y a des recherches en cours, mais je n'ai pas connaissance d'un type de masque qui serait validé avec les fonctions filtrantes dans les deux sens et qui permettrait la protection respiratoire en même temps. Mais je comprends que ce soit une grosse difficulté. Alors après, la solution peut être éventuellement de pouvoir s'éloigner, d'être à plus d'1,50 m et de pouvoir enlever le masque pour parler. Oui, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Plus la personne s'éloigne. Oui, je comprends, mais malheureusement, je n'ai pas pour l'instant de solution. Alors, peut-être que cet épisode Covid sera l'occasion de développer ce type de masque. Il doit y avoir des problèmes techniques aussi, parce que, en tout cas, le masque chirurgical, c'est quelque chose de très, très technique, qui est testé, c'est pas juste du tissu. Mais il y a des choses en cours de test, mais je n'ai pas notion là de quelque chose de validé pour l'instant. Merci. Et concernant le sous-titrage pour… Oui, alors non, je suppose que ça s'adresse à moi. Non, je n'ai pas souvenir d'avoir évoqué une interdiction. Alors j'ai mal compris. Voilà. Non, au contraire, c'est effectivement, c'est tout à fait quelque chose qui devrait, à mon avis, être intégré comme solution dans les logiciels de visio, à mon avis, à terme, oui. Mais ça existe déjà. Alors, j'ai pas à ma connaissance, non. Zoom le propose. Zoom le propose, j'avais pas. Avec un abonnement supplémentaire. D'accord. Mais je commence seulement à m'y intéresser et je n'ai pas vraiment tous les éléments. Donc, si vous aviez des informations, je veux bien. Alors, j'ai pas creusé cette piste, mais effectivement, je le ferai à partir d'aujourd'hui pour. Mais les visioconférences sont un gros problème pour les malentendants parce que le son est mauvais pour les entendants et pour nous, c'est un gros problème. C'est effectivement certainement la prochaine étape de notre adaptation aux outils numériques, c'est justement cette adaptation aussi aux personnes atteintes de déficit sensoriel et voilà, pour qui cette période-là de confinement a été dure. Nous, on a aussi dans nos adhérents bénévoles des personnes malentendantes, etc. Et on sait que les visioconférences ont été difficiles. On a essayé le visio, on a essayé le téléphone et bon, donc effectivement, c'est à creuser. Merci. Nous vous remercions pour vos interventions. Je vais proposer à Cathy de clôturer. Oui, merci Marion, merci à tous, merci aux intervenants. Catherine Mercier a dû nous quitter, voilà, mais ravie d'avoir participé à cette webconférence. Donc voilà, pour conclure, je dirais, on dit souvent aux enfants, touchez avec les yeux, touchez pas avec vos mains. C'est ce qui s'est finalement aussi passé, mais ce qui a mis aussi en difficulté des personnes, on va dire, malvoyantes ou aveugles, puisque le toucher est important. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos sens, et c'était véritablement, ça nous manque. On a parlé aussi que c'était important d'installer la confiance entre nous, entre soi, envers les autres. Mais ça nécessite aussi de s'adapter, de se rassurer,
de se rassurer, d'identifier ce qui va ou ce qui ne va pas, de se dire, de pouvoir dire ce dont on a besoin, de faire des pauses, de dire aussi je ne peux plus, de se dire aussi ce qui a pu nous manquer, peut-être retravailler sur peut-être des outils numériques qu'on ne connaissait pas, ce qui nous a manqué, ce qui aurait été plus facilitant. Mais aussi, de se dire aussi que si nous, on n'a pas la connaissance, c'est peut-être des échanges avec les pairs, avec nos pairs, IRS, pour essayer d'avancer avec l'expérience des uns. Donc, moi, ce que j'ai retenu aussi, et j'ai bien noté, et je me féliciterais d'en reparler à nos administrateurs, c'est un spécialiste en charge du numérique. Alors là, c'est formidable. Dans un bureau d'une association, c'est aussi quelque chose c'est un message que l'on fera passer aussi à nos associations. Ça me semble aussi un bon soutien d'avoir aussi dans une équipe d'élus administratifs de pouvoir avoir un soutien autre qu'administratif, trésorier, etc. Et puis on ne va pas se mentir, on a hâte de se revoir, on a hâte alors, on va garder, Jeanne-Marie, on va garder ces gestes barrières, on se saluera. Il y a des manières, on a appris à se saluer autrement que de s'embrasser ou de se serrer la main. Donc, on continuera effectivement de se saluer, mais ça nous fera rudement du bien de se revoir, de partager à nouveau. Et puis, pourquoi pas des séances de sport avec Zen-Tonic pour découvrir aussi… pour être ambassadeur, je dirais, du monde de nos associations, c'est peut-être aussi, et d'être vigilant à ça, peut-être d'aller voir aussi comment vous fonctionnez, de participer à vos réunions, à vos séances, de voir aussi au niveau de l'association Valentin Oui, Monsieur Hardy, vous nous avez parlé que vous avez des outils, vous avez de porte-voix, des choses qui ne sont pas familières pour nous, parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Ou peut-être pas encore aujourd'hui, mais peut-être voir comment tout ça, ça fonctionne pour être effectivement, encore une fois, les ambassadeurs de vos associations. Donc, on a noté, voilà, pour tout ce qui est les diaporamas, les adresses mail, et on vous transmettra tout ça. Et puis, merci encore aussi à toute l'équipe de la Maison associative de la santé, de mes collègues. Et puis, je vous souhaite vraiment de passer une belle fin de journée, un bon week-end. Si mes collègues souhaitent dire un petit mot, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. La Maison associative de la santé, c'est plein de projets, c'est plein d'envies. C'est aussi, je pense, des partenariats. Et c'est évident avec l'association Bug, la Maison des associations, le CEPIAS, etc. On va continuer. Et donc, voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Voilà, c'est pour moi le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre organisation. J'irai vous voir, au plaisir. Très bien, merci à tous. Avec plaisir. Au revoir. Merci. À bientôt. Est-ce que les intervenants, vous souhaitez prendre 2-3 minutes avec nous?